Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 26 décembre. C'est la plus grave tempête qu'ait connue Paris depuis 50 ans. Toute la moitié nord de la France a été balayée par des vents très violents provoquant la mort d'au moins 27 personnes. Le réseau routier et les transports aériens et ferroviaires sont gravement perturbés. 1,5 million de foyers sont toujours privés d'électricité ce soir. La marée noire s'étend maintenant sur les côtes de la Loire-Atlantique. Les secouristes entre abattement et colère. Dominique Voynet manifeste sa solidarité avec les sinistrés. Elle a visité tout le littoral de Loire-Atlantique. C'est une tempête d'une rare violence, la plus forte depuis 50 ans, qui a frappé la partie nord du pays cette nuit, mais aussi Paris et l'Île-de-France. Pour l'instant, le bilan, toujours provisoire, est de 27 morts en France, 2 disparus et des dizaines de blessés graves. Jacques Chirac, le président de la République en vacances au Maroc, a adressé cet après-midi ses condoléances aux familles des victimes. Fait exceptionnel, Jean Tibéry, le maire de Paris, demande que l'état de catastrophe naturelle soit déclaré. Dans la région parisienne, les vents avoisinaient 150 km/h et certains quartiers de Paris offraient ce matin un spectacle de désolation, comme ont pu le constater Olivier Caroff, Fanny Auvergne, Christian Leroux et Jacques Gérard. La tempête a emporté tout ce qui faisait obstacle à sa course folle. Dans les rues, rien n'a résisté, pas même les engins les plus lourds. Une force inouïe qui pendant 2 heures ce matin a jeté bas tout ce qui n'était pas assez solide, les cheminées, les arbres. Pas un quartier de Paris qui n'ait été épargné. Ici, un morceau de façade a arraché le toit. Les pompiers ont sorti 2 blessés graves de cet amas de débris. Là, c'est une grue qui s'est effondrée. Les habitants l'ont vu vaciller, impuissants. Personne ne pouvait rien faire et finalement, elle est tombée. Notre appartement est complètement bousillé. Et heureusement, il n'y a aucune victime. Une tempête qui a érigé ses barrages un peu partout dans la capitale, compliquant encore la tâche des services de secours. 10 000 interventions en quelques heures pour les pompiers de la région parisienne, des numéros d'urgence totalement saturés d'appels. Il a fallu parer au plus pressé, dégager les axes de circulation pour pouvoir intervenir. Dans cet immeuble d'Argenteuil, il n'y avait malheureusement plus rien à faire. Un couple qui vivait au dernier étage a été écrasé par les dalles de la toiture. Seul leur enfant a pu être sauvé. Moi j'habite au 3e, juste en dessous. J'ai entendu un gros bruit pendant 3-4 secondes. Et il y a tous les murs qui sont fissurés et des trous, quoi. Dans cet hôtel d'Euro Disney, on compte 6 blessés graves, encore un toit qui s'est effondré. Toute l'île de France a été touchée par des rafales dépassant les 150 km/h, assez pour renverser un petit avion ou transformer le bois de Boulogne en champ de bataille. La rafale la plus violente, 173 km/h à Orly, a failli coûter la vie à un chauffeur de taxi. Au moment de charger, d'un seul coup j'ai entendu un bruit de fracas là, et évidemment ça venait de là-haut. Hein. Et j'ai eu le temps de descendre, et toute la toiture est tombée, voilà, sur ma voiture. Autre miracle, sur les Champs-Élysées. Les grandes roues installées pour les festivités de l'an 2000 ont tenu bon. Il n'y a que de légers dégâts. Ça soufflait terrible, quoi. Et, les arbres qui sont tombés, les barrières dans tous les sens, on pouvait rien faire. De toute façon, il fallait attendre que tout se calme pour pouvoir faire quelque chose. Ici, par contre, il n'y a plus qu'à constater le désastre. De ces cirques qui devaient ouvrir dans 2 jours, il ne reste que quelques armatures métalliques. Maigre consolation pour les forains. Une telle tempête était pratiquement imprévisible sur Paris. Les spécialistes l'appellent déjà la tempête du siècle. Dans l'Île-de-France, les dégâts sont très importants, notamment dans l'Oise, le Val d'Oise, les Yvelines. Mais c'est à Versailles que la tempête semble avoir fait le plus de ravages. Dans le parc du château, plus de 4000 arbres ont été déracinés. La toiture a été endommagée. Florent Muller et Maryse Richard. Le parc du Roi Soleil saccagé par les vents.
En 2 heures, près de 4000 arbres centenaires se sont inclinés devant les bourrasques de 120 km/h. Aujourd'hui, Versailles ressemble à un château de cartes. Certaines fenêtres ont volé en éclats et les échafaudages menacent de s'écrouler. Devant ce désastre, les déesses de pierre en sont réduites à jouer les charpentiers de fortune. Selon un premier état des lieux, la tempête a été plus violente encore que celle de 1990, qui avait déjà coûté des millions au château. Et cela pourrait s'aggraver. Comme il y a des trous un peu partout dans les toitures, si la pluie arrive, avant qu'on ait eu le temps de bâcher, de fermer, on aura des dégâts dans les salles. Donc là, c'est un peu une course contre la montre. Ah oui. C'est pour ça qu'actuellement, tout le personnel est en train d'essayer de boucher, de colmater très vite. Ouais. Jusqu'à nouvel ordre, le château est fermé au public, car la forêt est particulièrement dangereuse. À Versailles, un homme a été tué par la chute d'un arbre et de nombreuses routes ont été éventrées. Mais les arbres ne sont pas seuls en cause. Rue des Chantiers, on a frôlé la catastrophe. Une grue d'une trentaine de mètres s'est écrasée sur un bâtiment en construction. Les vents l'ont arrachée de sa base et celle-ci est venue s'échouer dans le jardin de la résidence voisine. Tout s'est joué à quelques millimètres pour les propriétaires de l'appartement du dernier étage, un peu secoués. C'était, je sais pas, je pense que j'ai jamais entendu de bombe, mais pour moi c'était un peu comme une bombe, quoi. C'était une énorme bombe qui tombait à côté de notre immeuble parce que finalement nous on était encore vivants. Oui, mais il y a des morceaux de grue à côté. Oui. Vous êtes coincé entre les deux morceaux de grue. J'étais entre les deux. J'étais entre les deux et pour moi je me suis rendu compte que je devais être miraculée. Toute la matinée, Françoise et son mari ont tenté de joindre un couvreur. En vain. Il faudra se faire au goutte à goutte du plafond fendu. Et pour la fenêtre, on se contentera quelques jours d'un carton. Personne dans l'immeuble ne comprend pourquoi cette grue n'a pas été démontée malgré l'avis de tempête. D'autant qu'à quelques mètres, d'autres menacent toujours. Qui est tombé sur les... Ce soir, moi, je ne me sens pas à l'abri. Avec mes 2 enfants, je ne me sens pas du tout à l'abri. Qu'est-ce que vous allez faire? Je sais pas, on verra bien, mais c'est pas facile. Pas de dormir et qu'on dort presque pas trop loin des grues, c'est pas normal. Moi, je trouve ça... j'ai peur. À la gare de Meudon, là encore, on est passé à quelques mètres du drame. Un arbre a transpercé la voie une pincée de seconde avant le passage du train et de ses voyageurs. Mais bien souvent, le choc a été inévitable. En ce lendemain de fête, beaucoup se sont réveillés avec une triste surprise. Et ce n'est pas forcément au Père Noël qu'il faut en vouloir. Ce soir, 1,5 million de foyers sont toujours privés d'électricité, selon EDF, qui demande de ne pas toucher aux lignes électriques tombées au sol. Fait exceptionnel, le plan Orsec a été déclenché dans 4 départements, les Vosges, la Marne, la Haute-Marne et la Meurthe-et-Moselle. Reportage dans l'Est de la France avec nos correspondants à Strasbourg, Jérôme Soulard et Patrice Schumacher. Des rafales à 160 km/h. Avec une telle force, les toitures se soulèvent comme des feuilles. Les antennes vacillent et les routes deviennent vite impraticables. Dans cette tornade, 2 personnes vont trouver la mort, l'une noyée, l'autre écrasée par la chute d'un arbre sur sa voiture. Au nord de Strasbourg, la forêt de Brumat est en partie dévastée. Les axes de circulation sont presque totalement bloqués. C'est d'ailleurs le premier travail des pompiers, établir la sécurité sur les principaux axes de communication. Ce qui était en priorité chez nous, c'était donc dégager la chaussée, comme nous sommes en train de le faire maintenant, et puis éviter qu'il y ait d'autres chutes d'arbres sur éventuellement des voitures qui passent. À quelques kilomètres de là, ce sont des pylônes EDF que le vent a brisés tels de simples châteaux de cartes. Les lignes à haute tension sont tombées sur l'autoroute de Paris. Des centaines d'automobilistes étaient encore bloqués en fin d'après-midi. On a vu les arbres tomber sur les voitures, alors on s'est dit on va rentrer, mais on n'a pas eu de chance. Là ça fait plus de 2 heures, 2-3 heures que vous êtes bloqués ici 3 heures maintenant. C'est pas fini Non, je pense pas, non. Ça n'a pas l'air de bouger beaucoup. Plus de routes et plus de trains non plus. Depuis ce matin, l'ensemble du réseau SNCF est complètement paralysé. Pour les arrivées, tout est bloqué. Aucun train depuis 9 h ce matin ne rentre ni ne peut quitter la gare de Strasbourg. Conséquence, les voyageurs bloqués devront être logés dans des wagons couchettes car les prévisions météo restent pessimistes. Nous restons très vigilants pour la soirée car la météo nous annonce une reprise du vent autour de 100 km/h pour la fin de soirée. En Alsace, les dégâts de cette tempête restent ce soir très importants. 120 000 foyers sont d'ailleurs toujours privés d'électricité.
Et en Bretagne, une catastrophe s'ajoute à une autre puisque l'eau commence à monter dans plusieurs villes. 3 personnes ont trouvé la mort dans un accident de la route entre Saint-Brieuc et Rennes. Le point avec Olivier Siot et Christian Paulet. Après la marée noire, la tempête. Partout en Bretagne, les mêmes images d'arbres abattus et de toitures arrachées, de routes coupées. Sur la voie express entre Saint-Brieuc et Rennes, 3 personnes ont trouvé la mort après la chute d'un arbre. 5 voitures sont venues s'y encastrer. Dans les Côtes d'Armor, à Bégard, c'est une maison de retraite qui a été très sérieusement endommagée. Une partie du toit s'est envolée avant de s'écraser 100 mètres plus loin, mais heureusement sans faire de victimes. Il n'y a pas eu de panique en tout cas. Et puis ce matin, on a transféré les lits dans d'autres chambres. Et puis donc là, on est parti pour 3 semaines, 1 mois, je ne sais pas combien de temps là. Dans la même commune, c'est la foudre qui a frappé une maison. Les occupants ont pu s'échapper à temps avant qu'elle ne brûle complètement. Dans les Côtes d'Armor, le département le plus touché, les pompiers ont été débordés toute la journée. Les arbres sont tombés sur les lignes et donc ça a coupé. L'ensemble de nos appels 18, de nos réceptions 18 sont prises. On fait face. Je pense que tout s'est bien passé, mais c'est vrai que le rythme est affolant. Rythme affolant aussi pour EDF. Dans toute la Bretagne, plus de 200 000 foyers ont été privés d'électricité. Pour près de 20 000 d'entre eux, le courant ne sera rétabli que demain. Ce soir, le gouvernement a envoyé à Rennes le secrétaire d'État à l'Outre-mer prendre la mesure de la situation. 3 000 hommes vont être déployés au total sur les fronts de la tempête et sur celui de la marée noire dès que ce sera possible. Certaines équipes qui devaient se rendre dans le Grand Ouest ont été bloquées à cause de la tempête. On ne pouvait plus dégarnir certains départements. Nous devons faire face sur beaucoup de fronts, à la fois la tempête et la pollution maritime. Mais un nouveau coup de vent est prévu pour cette nuit et pour la nuit suivante, ce qui ne devrait pas arranger la situation. Les inondations risquent maintenant d'ajouter une nouvelle calamité à la série noire que traverse la Bretagne. Dans la Marne, le moulin de Valmy, symbole des luttes révolutionnaires, n'a pas résisté à la tempête. Dans tout le pays, en fait, on ne compte plus les dégâts qui sont extrêmement spectaculaires. Alors qu'un nouvel avis de tempête est annoncé pour ce soir, la sécurité civile recommande surtout de ne pas sortir. Voyez ces images commentées par Hervé Brusini. 4 morts, le Calvados dénombre aujourd'hui 4 victimes. Le jour même de Noël, ce fut une ferme qui s'écroulait sous le coup d'une mini-tornade. Une femme de 51 ans et un homme de 39 décédés sous les décombres. Une fillette de 4 ans est grièvement blessée. Aujourd'hui, un homme a glissé du toit qu'il tentait de réparer. Une femme a été tuée sous sa maison, arrachée par la tempête. Route secondaire bloquée, 110 000 foyers privés d'électricité. Et ce soir, une partie du département qui est sous les eaux. 160 km/h à Colmar et dans le centre de l'Alsace. Autant dire que la région a été soumise à rude épreuve. 2 blessés graves sous le clocher de cette église. Par miracle, aucune victime sous celui-ci. Mais 2 femmes ont trouvé la mort. Une branche qui vient frapper une passante et la noyade pour une autre, surprise par la montée des eaux. Ici, les rafales de vent se sont engouffrées dans la barre d'immeubles. La cité des Pétrels a alors brutalement vécu l'angoisse d'une véritable tempête. Les cheminées sous le bâtiment juste au-dessus tombées, s'envolaient, les volets, les vitres cassées. Et puis on a essayé de mettre la table en travers la fenêtre pour tenir les fenêtres qui bougeaient énormément. Par précaution, on a évacué les 150 personnes qui vivent là. La bâtisse montrait ses premières fissures. Et du coup, ceux de Vitry-le-François ont retrouvé dans le gymnase du Vieux-Port les 350 passagers du train Budapest-Paris qui venaient d'être stoppés. À Reims, la violence du vent a dévasté tout ce qui ne pouvait résister aux 150 km/h de cette même tornade. Submergés, les pompiers ont reçu plus de 3000 appels. Les 160 hommes sur place n'y suffisaient pas. À la préfecture, une cellule de crise tente de gérer la situation. Plus d'électricité, voies de communication coupées et surtout, un nouveau coup de vent qui s'annonce pour ce soir. Le trafic SNCF est toujours très perturbé en France, avec notamment des milliers de personnes bloquées dans les gares, notamment dans la région Rhône-Alpes. Plusieurs trains ont été arrêtés dans la région de Chambéry en raison des intempéries. Reportage de Virginie Fichet et Thierry Monnier. Vous rassemblez tous vos bagages, on part dans 1 heure. Et donc, si vous voulez vous promener, vous allez vous promener, mais vous revenez d'ici 3 quarts d'heure. Comme prévu, ce groupe regagnera Paris ce soir, mais en autocar. Moins chanceux, quelques 1500 voyageurs échoués en gare de Chambéry et qui au fil de la journée sont allés d'espoir en désillusion.
Ce matin, j'ai pris le train pour aller à Paris, on a fait demi-tour. Et là, j'attends que le nouvel avis change pour remonter sur Paris. Donc je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir un train. Au total, aujourd'hui, une quarantaine de trains ont été perturbés sur l'ensemble des départements alpins, laissant près de 12 000 usagers en vacances forcées. Je travaille demain matin, donc voilà. Tant pis, c'est les conditions météo, il faut prendre avec le sourire, on n'a pas le choix. Merci. Au plaisir, madame, au revoir. Un contretemps que tous n'acceptent pas, avec le même sourire justement. La seule chose qu'on entend, c'est « Madame, il faut prendre votre mal en patience ». Donc merci la SNCF, c'est possible. Vous êtes excédé, on dirait. Oui, parce qu'on est là depuis 10 h ce matin, qu'on a pris le train à 8 h à Bourg-Saint-Maurice et qu'on nous a rien dit et qu'on aurait dû au moins pu nous informer. Et l'attente ne fait que commencer. En fin d'après-midi, le trafic vers Paris n'était toujours pas rétabli. Les voyageurs égarés songeaient à s'organiser. Là, que faites-vous de nous là ce soir qui devions avoir un train couchette? Donc votre train est annulé. Oui, donc vous nous hébergez? Il va certainement avoir une cellule de crise, oui, donc oui. Avec la préfecture. Le plan d'hébergement d'urgence est prévu pour plus de 20 000 personnes. Donc nous avons de la marge. Ce que nous essayons de faire, c'est de faire que l'ensemble des personnes qui vont devoir rester en Savoie le restent dans les meilleures conditions possibles. Finalement, dans la soirée, 8 TGV devaient tout de même quitter la région pour rejoindre la capitale, à la SNCF. Comme sur les quais, on espère désormais un retour à la normale dès 6 h demain matin. Et ce soir, en effet, un TGV a pu quitter Bourg-Saint-Maurice en Savoie pour Paris. 3 autres trains sont annoncés. Ils emprunteront un itinéraire de délestage. Reste que la plupart des liaisons TGV entre Paris et la province sont annulées jusqu'à demain. Le trafic aérien a été lui aussi fortement perturbé. D'une manière générale, les responsables de la sécurité civile recommandent à chacun de renoncer à circuler, que ce soit par air, par train ou en voiture. État des lieux avec Thiriet. Il ne partira pas, il restera à quai. La cause, la tempête. Voyageurs dépités, TGV immobilisés, le trafic ferroviaire a connu un dimanche exceptionnel. Aucun train au départ et à l'arrivée sur Paris, excepté Paris-Lille, Paris-Rennes et Paris-Nantes. Aucun trafic en Lorraine, très grosse perturbation à Lyon et jusqu'à 19 h en Haute-Tarentaise. Aucun TGV au départ de Marseille, et ce jusqu'à lundi matin. Mais le trafic devrait redevenir normal dès demain matin, excepté le sud-est. Un numéro pour se renseigner, 08 36 67 68 69. Trafic de banlieue prévu demain, gare Saint-Lazare très perturbé, un train sur 3 sur la ligne B et D du RER, ainsi que Paris-Est et Paris-Nord. En ce qui concerne les avions, le trafic a été rétabli à la mi-journée. Les aéroports de Roissy-Charles de Gaulle, Orly, Bâle-Mulhouse et Strasbourg ont été fermés de longues heures. Et d'ailleurs, Bâle-Mulhouse et Strasbourg pourraient bien refermer. À Orly, 8 avions de différentes compagnies ont été légèrement endommagés, ainsi que plusieurs structures et systèmes informatiques secondaires. Selon EDF, 800 000 à 1,5 million de personnes seraient ce soir encore privées d'électricité. Régions les plus touchées, la Bretagne, la Vendée, l'Île-de-France, les Vosges et le Jura. EDF recommande de ne jamais toucher une ligne électrique tombée à terre. Au-dessus d'un axe, La Rochelle-Colmar, tout le réseau routier a été touché. On ne compte plus les arbres et les panneaux arrachés, ainsi que les routes à circulation alternée. L'autoroute A13 est coupée à Orgeval, ainsi que la A14 vers Paris-Province. La A86 est coupée à Maison-Alfort et l'on prévoit pour la soirée de gros embouteillages en direction de Paris. À Toulouse, Météo France estime que c'est la tempête la plus grave que la France ait connue depuis une cinquantaine d'années. Un phénomène météorologique dont l'ampleur était difficilement prévisible. Reportage de Dorothée Cochard et David Bresse. Fujitsu VPP 700, un nom bien barbare pour une machine fort élaborée. À l'abri isolé dans les sous-sols de Météo France Toulouse, ce super ordinateur traite plusieurs centaines de milliards d'opérations par seconde. Il réceptionne des données observées dans le monde entier et élabore des prévisions qui apparaissent quasi instantanément sur les ordinateurs des météorologues. Un outil précieux, efficace, mais jamais suffisant. Qui dit prévision dit incertitude. Hein. Si on savait ce qui se passera demain, on ne ferait pas de la prévision, on ferait du pronostic. Donc la difficulté, c'est de prendre en compte ce qui se passe aujourd'hui, ce que nos modèles mathématiques prévoient pour demain après-demain, et d'utiliser pour ça, pour essayer de coller au plus juste à ce qui se passera réellement. Et les météorologues avaient bien prévu cette tempête d'une rare violence venue d'outre-Atlantique. En revanche, ce qui était quasi impossible à prévoir avec précision, ce sont les mini-tourbillons si dévastateurs qui se sont formés à l'intérieur même de cette dépression.
Je vais donner un exemple simple. Prenez une tasse de café le matin et donnez un petit coup de cuillère à l'intérieur. Vous allez voir apparaître un certain nombre de tourbillons. Et certains de ces tourbillons sont d'une échelle tout à fait microscopique et se forment sans que vous sachiez pourquoi. Seule certitude ce soir, une autre dépression gagne en ce moment même le nord du pays. Ces rafales devraient encore dépasser les 100 km/h. Isabelle, c'est une tempête exceptionnelle qui a traversé le nord de la France et qui a frappé Paris ce matin au lever du jour. C'est vrai que sur ces régions, Météo France n'avait jamais vu ça, dans la mesure où généralement ce type de phénomène circule un peu plus au nord, affectant donc plus souvent l'Angleterre que la France. Mais ce matin, c'est vraiment une dépression exceptionnelle qui s'est organisée un peu comme une tornade et qui a circulé très rapidement puisqu'elle a traversé l'Atlantique en 24 heures. À 4 heures, elle était déjà sur la Bretagne, elle a bordé la Bretagne et à 10 heures, elle quittait déjà le pays. À cette heure-ci, elle est sur la Pologne. Il ne lui a suffi que de 6 heures pour ravager complètement le nord du pays avec des vents d'une extrême violence. Et Isabelle, ce soir, Météo France incite chacun à la plus grande prudence parce que ça n'est pas tout à fait terminé. Tout à fait prudence ce soir et cette nuit, dans la mesure où un autre phénomène est en train de balayer le pays en suivant la même trajectoire. Ça aussi, c'est rare. Ce phénomène est accompagné de vents un peu moins violents, c'est vrai, mais quand même 100-120 km à l'heure. Les rafales étant associées à des nuages d'orage, donc le danger est réel. Et puis il faut également savoir qu'un autre coup de vent est prévu dans la nuit de lundi à mardi prochain sur les côtes de l'Aquitaine. Donc un seul conseil, si vous en avez la possibilité, restez chez vous. Et nous vous retrouvons, Isabelle, à la fin de ce journal, évidemment. Les pays voisins ont également été durement touchés. En Suisse, la tempête a fait au moins 11 morts, pour la plupart écrasés par des chutes d'arbres. Une télécabine s'est aussi décrochée dans la station de ski de Crans-Montana. En Allemagne, on compte déjà 12 morts et de très nombreux blessés. Et puis en Grande-Bretagne, ce sont 5 personnes qui sont décédées selon un dernier bilan. Déjà hier, les autorités britanniques avaient demandé l'évacuation de plusieurs milliers de personnes habitant le long des côtes. Les conditions météorologiques catastrophiques n'ont évidemment pas arrangé les choses sur le front de la marée Noire. Toute la côte de Loire-Atlantique, entre la Baule au sud et la Turballe au nord, a été touchée cette nuit par des nappes de fioul lourd. Les vents très violents et la forte houle ont considérablement gêné le travail des secouristes. On estime aujourd'hui que près de 10 000 oiseaux ont déjà été victimes de la marée Noire. Reportage au Croisic de Joël Bruandé et Blaise Grenier. C'est un peu comme si la marée avait du mal à monter. Trop de pétrole. Ce matin, du Croisic à la Baule, les habitants du littoral ne reconnaissent pas leur plage. On attendait ici quelques nappes dispersées. C'est une vraie marée noire qui est arrivée la nuit dernière, et avec elle la colère. Ils sont pas assez grands leurs bateaux, ils devraient encore les faire 3 fois plus longs. Ils en mettront de plus, puis ils pollueront encore plus. Ce matin au Croisic, les gens sont encore hébétés et tardent un peu à se mobiliser. Du côté des autorités locales, on est plutôt dépassé. Pour l'instant, il y a une réunion de crise en mairie. Donc tous ces gens-là sont en mairie, sont en train d'essayer de gérer tout le problème. Et nous les verrons certainement tout à l'heure. Cet après-midi, pourtant, les bénévoles sont arrivés en masse, armés de pelles et de râteaux. Objectif, ramasser le maximum de pétrole avant que la mer ne remonte. Avec eux sur le terrain, la sécurité civile, les pompiers, mais aussi une foule considérable de badauds. Les gens ils sont en train de se promener pour voir les côtes, comment c'est dégueulasse. Il ferait pas mal de prendre un petit seau puis une petite pelle pour nous donner un coup de main, quoi. Parce que l'été, on est quand même bien content d'avoir une belle côte comme on a. On vient pêcher et tout, il y a tout ce qu'il faut. Là, ça va être un désastre. Il faut que les gens ils se rendent bien compte de ça, quoi. Et les autorités aussi. Il est impossible à l'heure actuelle de savoir où la tempête emmènera le reste du pétrole qui flotte encore au large. Mais une chose est sûre, des milliers de tonnes de fioul menacent encore les côtes. Ce soir, le vent continue à souffler très fort sur la côte sauvage et des nappes comme celle-ci continuent à s'échouer sur le littoral déjà souillé. Il a fallu toute une journée aux habitants de la région pour réaliser ce qui vient de leur arriver. Il leur faudra probablement des mois pour tout nettoyer. À Belle-Île, la marée Noire a atteint hier la côte sauvage et il a fallu redéployer les dispositifs de secours. Les volontaires étaient nombreux ce matin pour aider à nettoyer les côtes souillées. Reportage d'Anne Poncinet et Valérie Lucas. C'est une petite crique, difficile d'accès. Un groupe de jeunes de Belle-Île nous y a conduits en véhicule tout-terrain. Ils en avaient assez d'entendre parler de pollution en taches ou en galettes. Ils voulaient nous montrer que dans cette crique, le fioul a tout recouvert.
Et malgré le temps, particulièrement mauvais cet après-midi, ils se sont mis au travail. Ce sera toujours ça moins dans l'eau. C'est sûr qu'il y a des, je sais pas combien de tonnes là dans la flotte, mais bon, c'est déjà ça en moins. Hier, il y en avait plus ou pas? C'est pareil. À part qu'il y avait une grosse nappe qui se baladait juste devant. Ouais. C'est pareil. Certaines plages sont plus accessibles que celles-là et permettent l'intervention des machines. 1, 2, 3. Les 40 hommes de la sécurité civile présents sur l'île se sont déployés cet après-midi sur 2 sites, aux côtés des bénévoles, 2 à 300 personnes au total. Ça donnait déjà à l'équipe là-bas, il faut casser. Il y a des gâteaux, mais prenez une seconde quand même. Les plages sont réputées plus faciles à dépolluer, mais celle-ci est caillouteuse. On a gratté à peu près sur 50 cm et sur une longueur à peu près de 50-60 mètres, mais on a mis quand même 4-5 heures pour le faire. Donc c'est assez pénible. De nombreux habitants de l'île ont proposé un hébergement aux continentaux qui viendraient les aider. Mais la cellule de crise n'est pas favorable à cette solution. Elle estime ne pas être en mesure de coordonner l'action de bénévoles qui connaissent mal la côte de l'île et ses falaises dangereuses. Anne, bonsoir, vous êtes en direct de Belle-Île. Est-ce que les moyens de lutte contre la pollution sont à la hauteur des besoins? Eh bien, en réalité, donc, je vous l'ai dit, un certain nombre de bénévoles du continent proposaient leurs services, un certain nombre d'habitants de l'île proposaient de les héberger. Le président du district qui regroupe les 4 communes de Belle-Île ne souhaite pas les voir arriver, pour les raisons de sécurité que nous avons évoquées, mais aussi parce qu'ils n'ont pas suffisamment de matériel pour équiper d'ores et déjà les 200 à 300 volontaires présents sur l'île. C'est le problème de Belle-Île. Il n'y avait pas de matériel prépositionné sur l'île. Aucun bateau n'a pu en apporter aujourd'hui dans le port qui se trouve en contrebas et en raison des conditions météo. Et demain, des bateaux doivent apporter du matériel, mais ce sera insuffisant. Belle-Île a besoin de seaux, de pelles, de cuves, voire de bennes. En ce qui concerne les dégâts, il est d'ores et déjà, il est beaucoup trop tôt pour savoir ce que la marée haute ramènera demain sur les plages en termes d'hydrocarbures. Mais en revanche, on peut déjà dire que pour les oiseaux, le bilan est assez lourd puisque rien que sur Belle-Île, plus de 2000 volatiles ont été récupérés, morts ou gazoutés. Merci Anne. Et Dominique Voynet, qui était hier sur France 2, faisait part de la difficulté à évaluer l'ampleur de la pollution. Elle s'est rendue dans la matinée à Noirmoutier. Des traces de fioul ont été retrouvées dans l'estuaire de la Loire ce matin. Alban Mikosi et Olivier Journia ont suivi tout au long de cette journée la ministre de l'Environnement. Nos ostréiculteurs, ils ont fait le chiffre d'affaires divisé par 2 dans les jours qui viennent, dans les jours précédents. Le ton est vif, mais deux. Dominique Voynet ne s'attendait pas à être reçu ici avec des fleurs. Dans la région du Croisic, la marée noire est bien visible, et c'est cela l'urgence. Des bénévoles, des agents municipaux affrontent le mazout. Il y a de l'écœurement et de la colère. Ça fait déjà 20 ans qu'on a eu la Moco. On pense qu'on était capable de faire quelque chose depuis, puis on s'aperçoit qu'au bout de 20 ans, il n'y a strictement rien de fait. On arrive au même problème. Hier, elle a dit que c'était pas très important. Alors, regardez la gravité quand même. Aujourd'hui, elle reconnaît un petit peu que c'est grave. Ce sont 2 espèces qui sont régulières ici. Devant les incendies, 2 dizaines d'oiseaux, on croit en effet faire un bond en arrière. Alors Dominique Voynet explique avant tout qu'elle ne mésestime pas les ravages de la pollution et qu'il faut durcir la réglementation, mais dans un cadre international. J'avoue que je suis ébranlée, moi, quand j'entends dire qu'un bureau d'experts italien, reconnu comme un des bons bureaux d'experts, aurait réalisé la dernière expertise de l'ERICA. Ça pose problème non seulement sur le dispositif d'expertise, mais aussi sur la nature de ce qui est expertisé et les moyens qu'on se donne pour vérifier. En Vendée, elle a présidé ce matin une cellule de crise avec Philippe de Villiers, le président du Conseil général. L'urgence a dépassé un moment les clivages politiques. Mi-février, un sommet à Paris rassemblera acteurs locaux et gouvernements pour tirer à froid des conclusions. La marée noire ce soir s'étend donc d'une zone allant de la pointe du Finistère jusqu'à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Il est très difficile d'identifier l'origine réelle du mazout amené sur les plages par une mer démontée. État des lieux avec Christelle Bertrand. Erika, le pétrolier maltais, a sombré le 12 décembre. Avec lui, 30 000 tonnes de fioul lourd. Avec vents et marées, les premières galettes d'hydrocarbures ont touché les côtes de Belle-Île le 24 décembre. 14 jours après le naufrage, la pollution reste difficile à localiser en raison de la forte houle provoquée par la tempête. Sur cette carte, les zones noires représentent les plaques d'hydrocarbures signalées. Elles s'étendent du sud de la Bretagne à la Loire-Atlantique.
Les pointillés indiquent les zones susceptibles d'être touchées dans les jours à venir. Dans le sud Finistère, 110 km de côte sont déjà souillés par le fioul. Cet après-midi, l'île de Noirmoutier est polluée à son tour. Selon Météo France, la nappe devrait continuer sa course vers le sud et atteindre lundi Saint-Gilles-Croix-de-Vie. En Côte d'Ivoire, la nuit a été calme à Abidjan après la deuxième nuit de couvre-feu. Le général Robert Gaye est en passe de réussir son coup de force. Les commandants militaires des différentes armes, infanterie, parachutistes, marine, gendarmerie, se sont ralliés à lui, ainsi que le numéro 2 du parti du président Bédié, qui cet après-midi a quitté Abidjan avec sa famille pour se réfugier à Lomé, au Togo. Le général Robert Gaye a par ailleurs refusé tout renforcement du dispositif militaire français dans son pays. Reportage de nos correspondants permanents, Éric Monnier et Roger Motte. L'ambassadeur de France peut regagner sa résidence. Ces négociations avec le nouveau pouvoir, entamées il y a 48 heures, ont enfin abouti. Henri Konan Bédié, le président déchu, réfugié dans ce camp des forces françaises, basé en Côte d'Ivoire, vient de quitter le pays avec sa famille. Épilogue d'une prise de pouvoir en douceur des militaires ivoiriens. Dès ce matin, Abidjan donnait une image de dimanche à peu près normale. La circulation avait repris, des bus sillonnaient la ville. Les badauds se pressaient devant les magasins pillés 36 heures plus tôt. Des pillages spectaculaires mais limités à quelques rues commerçantes de la capitale économique ivoirienne. Ici, ce qu'il reste d'une boutique d'électroménager appartenant à un Français. C'est une catastrophe. Je sais pas comment faire. Franchement, c'est dur. C'est dur. Mais enfin bon, c'est la vie, hein. Il va falloir faire le nécessaire pour recommencer. Dans la rue, la foule compatit et argumente. Nous déplorons, nous regrettons ce qui s'est passé, mais nous assumons. Et vous pensez que ça y est, c'est fini maintenant, ça va? Non, c'est fini, on maîtrise la situation, c'est fini. Et vous avez confiance dans le groupe qui vient de se mettre en place? On a confiance au nouveau gouvernement, parce que c'est des gens responsables. Un nouveau gouvernement que le général Gaye, le nouveau chef de l'État, annonce pour bientôt. Un général, ancien chef d'état-major et ami d'Houphouët-Boigny, dont le charisme dépasse largement le cadre de l'armée et qui veut aller vite. Dès hier, ralliement télévisé des plus hautes personnalités de l'ère Bédié. Cet après-midi, remise en route de l'administration qui devrait fonctionner normalement demain. Et pour faire bonne figure, la population a pu se rendre aujourd'hui au camp militaire d'Akouedo pour réclamer la restitution de ces véhicules, empruntés quelques jours par les militaires pour cause de coup d'État. Tous les véhicules seront restitués. Le moment est en train de recenser. Il aura fallu moins de 48 heures pour qu'un mouvement d'humeur de jeunes soldats ne tourne en prise de pouvoir, en surfant sur une vague de mécontentement général que ni l'ancien président ni son allié, la France, n'avaient prise au sérieux. Cette nuit, l'équipe de Discovery a relâché le télescope Hubble dans l'espace. C'est le Français Jean-François Clairvoy qui était aux commandes pour cette opération, qualifiée de succès total par les ingénieurs de la NASA. Commentaire de Patrice Pelé. Sur fond de terre, le télescope Hubble s'éloigne de la navette. L'image est magnifique et clôture cette mission. Une mission qui est donc un vrai succès, mais qui avait difficilement commencé. 9 reports de lancement en 2 mois. Ils sont 7 à bord, dont le Français Jean-François Clairvoy. Il est responsable de la capture d'Hubble et du déplacement des astronautes au bout du bras robotique. Et ils vont se mettre au travail. 3 sorties difficiles, épuisantes, de 8 heures chacune. Mais le programme est respecté, les gyroscopes, l'ordinateur, les senseurs, tout est changé, le télescope est remis à neuf. Clairvoy, l'équipage, la NASA, les astrophysiciens, tous ce soir sont ravis. Et puis cet après-midi, nous avons pu joindre l'espace et interroger en direct de la navette Discovery Jean-François Clairvoy, l'astronaute français, à qui j'ai demandé si c'était plus impressionnant d'effectuer la réparation en réel qu'à l'entraînement. En fait, c'est plus facile qu'à l'entraînement parce que à travers les fenêtres arrière, nous avons une vue réelle de ce qui se passe, alors qu'à l'entraînement, nous utilisons très souvent des vues synthétiques ou des vues de caméra qui ne donnent pas la perception du relief et de la distance aussi bonne qu'avec nos propres yeux en regardant par la fenêtre. Donc si on peut le faire à l'entraînement, on peut le faire dans l'espace. Quel souvenir le plus fort apportez-vous de cette équipée avec l'équipe autour de vous?
C'est surtout la grande satisfaction du travail accompli avec succès. Je crois que c'est la première satisfaction des astronautes en fin de mission, c'est de revenir avec la mission accomplie sans avoir eu de problèmes majeurs, de panne ou d'échec sur l'accomplissement de la mission. Nous avons rendu à l'espace un télescope en parfaite santé, capable de recommencer son exploration de l'univers et donc de nous apporter de nouvelles réponses dans les années qui viennent. Alors c'est demain la fin de ce beau voyage. C'est avec un peu de nostalgie que vous allez revenir sur Terre? Nous aurions tous aimé rester un peu plus longtemps dans l'espace car c'est une expérience extraordinaire et puis on ne se lasse pas de regarder la Terre, mais c'est aussi une bonne chose de retourner voir nos familles qui nous attendent pour terminer de passer les fêtes de fin d'année ensemble. Merci beaucoup messieurs, je vous dis au revoir. Je ne sais pas si vous me voyez. Au revoir. Et encore bravo. Congratulations everybody. Happy New Year. Bonne année à tous, voilà, et vous l'aurez remarqué, le son est désynchronisé, c'est un décalage normal compte tenu de la vitesse de déplacement de la navette, 27 000 km/h. Pour cette fin d'année, l'Opéra Bastille présente La Belle au bois dormant, ballet de Tchaïkovski que Rudolf Nureyev avait réglé pour l'Opéra de Paris. Les décors et les costumes sont éblouissants, les danseurs au mieux de leur forme. Un spectacle enchanteur, visible jusqu'au 21 janvier. Georges Bégou et Jean-Louis Merlin ont aussi été séduits. C'est la fête au château. Une enfant vient de naître, belle comme le jour. On l'appelle Aurore. C'est l'occasion de grandes réjouissances à la cour. Toutes les bonnes fées viennent danser et se pencher sur son berceau. Mais aussi, hélas, la fée Carabosse. Ne me dites pas que vous connaissez l'histoire. Tchaïkovski a composé, d'après le conte de Charles Perrault, un somptueux ballet, romantique à souhait, le préféré de Rudolf Nureyev qui en a dirigé la chorégraphie à l'Opéra de Paris. Aurélie Dupont, la plus jeune des étoiles de l'opéra, danse le rôle de la belle Aurore pour la première fois. Quand la Belle au bois dormant, donc la princesse Aurore, s'endort, elle s'endort pas juste, elle fait pas une sieste comme on a l'impression que dans les contes de fées. Au contraire, elle se repose pour qu'il y ait une maturité, pour qu'elle devienne femme. Manuel Legris danse le rêve d'amour de Désirée avec la grâce et le talent qui conviennent au prince charmant. Au réveil, Aurore se lance dans des pirouettes éblouissantes. Enfin, dans le très beau décor d'Ezio Frigerio, le mariage est célébré. Et le croirez-vous, le prince et la belle Aurore furent heureux et eurent beaucoup de petits danseurs. C'est la fin de ce journal, je vous en rappelle le principal titre. La plus grave tempête qu'ait connue Paris depuis 50 ans a balayé toute la moitié nord de la France avec des vents très violents provoquant la mort d'au moins 27 personnes. Les transports routiers, aériens ou ferroviaires sont encore gravement perturbés. 1,5 million de foyers sont toujours privés d'électricité. Dans un instant, Isabelle Martinet nous donnera les dernières informations sur le nouvel avis de tempête lancé par Météo France. À 20h55, l'incontournable Grande Vadrouille avec Bourvil, Louis de Funès et Big Moustache, bien sûr. À 0h25, le journal de la nuit de Florence Duprat. Demain à 7h50, dans les 4 vérités, Roland Castro, architecte et urbaniste. À 13h, vous retrouverez Carole Gessler et Rachid Arabe. 20h, Claude Sérillon. Excellente soirée à tous. Bonsoir.